votre qui camp. domine une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'immigration, à Mme Le Pen qui dit le respecter tout en le craignant comme c'est pas possible, et il faudrait rester inerte et regarder ça. Mais moi, je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Donc j'ai dit pourquoi ? Parce que je le considère comme dangereux, parce que le défi que la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Il est là pour nous parler de fantasmes, pendant que des problèmes d'une immensité sans précédent viennent au-devant de la patrie. C'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, c'est la fin du XVe siècle. Mais voyez-vous, avant la fin du XVe siècle, parmi les idées qui ont nourri cette idée extraordinaire, eh bien, il y a une féministe, la première du monde, la première qui écrit, Christine de Pisan, au début du XVe siècle, et qui dit « les femmes sont les égales des hommes ». Ce jour-là, c'est une révolution intellectuelle, parce que ça va contre toutes les évidences. Voilà de quoi la France est l'héritière. Elle fait le pari continuellement de l'humain. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la loi de la cité s'impose à tout le monde. Alors, il y en a qui la violent. Mais pour autant, personne ne dit « la loi n'existe pas ». Ce n'est pas vrai. Vous mentez, vous faites peur pour rien. Ça suffit maintenant. Mais oui, je suis désolé, monsieur Mélenchon. Je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord ? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Là, vous sur décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. L'usage le plus intelligent qu'on peut faire de cette masse produite en temps inférieur, c'est de partager le temps de travail. Si on partage le temps de travail, on travaillera tous et on travaillera mieux, comme l'ont montré toutes les expériences de réduction du temps de travail. Réduire le temps de travail, ça veut dire dans la semaine, ça veut dire dans l'année et ça veut dire dans la vie. C'est la raison pour laquelle je défends la thèse de la retraite à 60 ans. Et je vais contre tous ceux qui ont dit, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. J'ai toujours dit, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Ceux qui ont augmenté l'âge de la retraite et qui veulent l'augmenter encore, comme c'est le cas de M. Zemmour, c'est-à-dire faire partir les gens à 64, 65 ans, ou pour les plus audacieux, ils parlent même de 68 ans. Ce qu'ils font naturellement, c'est qu'ils empêchent la jeune génération de venir à la relève de l'ancienne. L'ancienne est laissée dans le chômage les 3/4 du temps, tant et si bien que ce qui aura été économisé sur les retraites est payé en chômage, est payé en maladies supplémentaires, etc., etc. Voilà pourquoi je crois qu'il faut rétablir l'équilibre et la justice sociale. Justice. Pas tout pour les mêmes, rien pour les autres. Je suis partisan du blocage d'un certain nombre de prix de première nécessité. L'alimentation, l'énergie, l'eau. C'est un scandale que les entreprises qui ont été privatisées ou qui doivent générer du profit, comme ça a été le cas pour le gaz, comme c'est le cas pour l'électricité, soient devenues si chères et devenues quasiment un luxe pour des gens qui peuvent passer l'hiver dans le noir, qui peuvent ne pas manger, qui peuvent ne pas se transporter et qui, bref, sont condamnés à une sorte de relégation sociale qui est insupportable dans un pays si riche. Le pays est riche, les gens sont pauvres. Voilà la contradiction qu'il faut régler. Et dans ces conditions, comment faire ? Je dis, c'est le modèle de la planification écologique. Je vais vous dire pourquoi, monsieur Zemmour. Tout ce que vous avez dit, c'est l'ancien temps. La croissance sans fin. Alors c'est les ressources sans fin, mais la planète n'a pas des ressources sans fin. Par conséquent, il faut que nous soyons dans un modèle plus sobre, plus égalitaire, avec d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de produire, d'autres produits.
d'autres qualifications professionnelles, d'autres objectifs. Et pour faire tout ça, il faut planifier. Pourquoi ? Parce que comme ça, l'entreprise privée comme l'entreprise publique connaîtra son horizon. Et voyez-vous, monsieur Zemmour, ça ne coûte jamais trop cher, le service public, parce que c'est ce qui permet l'égalité réelle des Français. Quant aux immigrés, votre marotte, sachez que leur consommation de prestations sociales, elle existe et elle est en relation avec leur propre contribution au travail du pays. Mais ce qu'ils consomment est moins important que ce qu'ils donnent eux-mêmes en cotisation. Et ça fait une différence de 3 milliards. Non, Vous êtes un irresponsable. Monsieur... Vous dites, le nucléaire, formidable. Ici, nous sommes à Paris, n'est-ce pas ? Bien. Il y a une centrale nucléaire. Où est-elle ? En amont de Paris, du fleuve, la Seine. C'est la centrale de nos gens. Alors, monsieur l'intelligent, que se passe-t-il si un jour, ce que bien sûr personne ne peut souhaiter, si un jour il y avait un problème, parce que les autres disaient il n'y aura jamais de problème, eh bien ce jour-là, qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau, pour faire face à cette situation, à déplacer 12 millions de personnes qui sont dans la région Île-de-France ? Monsieur Zemmour, le réchauffement climatique mettra en danger la centrale de Blaye parce que Bordeaux sera sous l'eau en 2050. Qu'est-ce que vous faites pour déplacer les 400 000 personnes qui sont... Je parle du nucléaire, je l'ai pris comme sujet parce que je le trouve intéressant. Je trouve intéressant qu'on ait essayé de bien faire, on a bien fait, il y a des gens qui y travaillent, qui font bien leur travail. Et évidemment, il n'est pas question d'abandonner, il est question de sortir du nucléaire. Nous avons donc besoin de tous ceux qui y travaillent. Avons-nous besoin de science ? Oui, de beaucoup. Et nous avons besoin notamment de recherche fondamentale pour savoir comment refroidir les déchets radioactifs, parce qu'ils sont là pour 10 000 ans, pour 20 000 ans, et qu'on n'a pas trouvé encore d'autre solution que de les enfouir, ce qui est une prise de risque qui augmente. Calcul qui n'est jamais fait dans le calcul total du prix du nucléaire, c'est ce que nous coûtent les déchets, leur stockage, etc. Maintenant, regardez bien. Puisqu'il s'agit de science, soyez français. Depuis le XVIe siècle, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est du Rabelais. Une science qui n'est pas pensée philosophiquement. Elle va et elle ne se pose pas la question de savoir si tout ce qui est possible est souhaitable. C'est une question qui est morale et qui est philosophique. En ce qui concerne cette énergie, nous savons tous que le risque existe et qu'en sortir serait une bonne chose. Il y faut de la science et des moyens. Arrêtez de réduire ça au fantasme grossier. Les uns sont pour les centrales nucléaires, les autres pour les éoliennes qui nuisent à la santé. Ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est de redéployer un appareil de production d'énergie, car nous avons besoin d'énergie, qui soit inoffensive contre la nature et contre le futur. Dans cette perspective, nous devons sortir du nucléaire. 4 centrales sur 10 n'ont pas pu fonctionner cette année à cause des sécheresses et des trop grandes chaleurs. Les dangers qui sont contenus, personne ne sait les maîtriser à cette étape. C'est la raison pour laquelle il faut déployer d'autres moyens. L'hydroélectrique, donc ne pas privatiser les barrages et augmenter les coûts. D'accord là-dessus avec... Deuxièmement, non au grand recarénage des centrales nucléaires. Il y en a pour 150 milliards pour les recaréner et les faire passer de 40 ans de durée d'existence à 60 ans, ce qui augmente les dangers. C'est le montant des subventions qu'on a versées aux éoliennes. Écoutez, c'est le moment où l'on peut, par exemple, se poser la question d'un redéploiement général des hydroliennes. On dit hydroliennes aujourd'hui, et malencontreusement, cette idée fait penser seulement au Rat Blanchard, là où on a posé une magnifique hydrolienne, qui est une machine magnifique, qu'on a retirée, je ne sais pas pourquoi, on a abandonné cette filière. Mais les hydroliennes, autrefois, ça s'appelait des moulins. Il y en avait partout en France. Il y en avait des milliers qui fournissaient de l'énergie. C'est une des sources. Il y a l'énergie géothermique. Et il y a surtout, Monsieur Zemmour, vous et quelques autres, la sobriété dans la consommation énergétique. Consommer moins d'énergie, moins de gaspillage. Jusqu'à présent, on s'est dit, hop, on fait tant qu'on peut, on s'en fout. La lumière la nuit, les panneaux d'affichage de tous les côtés lumineux, etc., etc. Donc, la sobriété, la sortie du nucléaire, l'installation d'autres moyens. C'est un grand plan. Ça va mettre au travail des dizaines de milliers de gens pour faire tout ça. Alors, il y a un point qui est en effet central. C'est l'expérience qu'ont fait les gens, cruelle, que quoi qu'ils votent, le résultat est le même. Et l'exemple le plus spectaculaire, ce fut 2005. Absolument. 55% votent non à un traité constitutionnel qui prolongeait toutes les illusions que nous avions sur l'Europe auparavant. Ils votent non.
je vote non, je vote contre tous les anciens traités. Et que fait aussitôt la petite meute de réjouis? Ils votent oui. Le peuple vote non, et eux, ils vont à un congrès à Versailles et ils votent oui. À partir de là, la démocratie en France a été, comme on dirait, luxée, comme une épaule, vous savez, qui est luxée. Et ça se paye toujours dans la vie des peuples. Le mensonge qui vient d'en haut, qui fausse la règle du jeu, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils se sont dit, ils se foutent de nous. Et nous avons été un certain nombre à essayer de donner d'autres perspectives, de montrer que l'action politique, ceci, cela, dans tel... À la fin, les gens ont dit, tout ça, c'est pas vrai. Et le fait est que nous sommes enfermés dans des traités européens qui font que ceux qui gouvernent n'ont plus aucune marge. C'est pourquoi moi, je veux sortir de ces traités. Et qu'en tout cas, je dis solennellement... Vous voulez sortir des traités ? Écoutez, quoi qu'il y ait dans ces traités... Je réagis. Si les Français votent pour mon programme, supposez que je devienne le président de la République, je prends l'engagement absolu que le programme sera appliqué d'un bout à l'autre. Et quand ça ne correspond pas au traité européen, je ferai opt-out, comme on dit, c'est-à-dire la règle ne s'appliquera pas à la France. Le peuple et l'Europe, le rapport qu'il faut rétablir, c'est l'impératif démocratique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le système dans lequel nous vivons, est-ce que vous êtes conscient de son aberration? Les Français ont le nez dessus, alors on finit par oublier. Ce pays est gouverné par un homme tout seul. Il n'y a plus de gouvernement. Il se réunit dans son conseil de défense. Le Premier ministre, qui d'après l'article 20 de la Constitution, dirige et conduit la politique de la nation, je ne sais même pas s'il dirige et conduit sa propre automobile. Il ne dirige ni ne conduit rien du tout. Un type tout seul décide de tout. C'est de la folie, la monarchie présidentielle. Donc, il faut changer la règle du jeu. C'est la raison pour laquelle je suis pour qu'il y ait une assemblée constituante. Je dis bien une assemblée dans la grande tradition française de la Révolution de 1789, parce que cette fois-ci, il faut abattre la monarchie présidentielle, comme on avait abattu la monarchie auparavant. Et il faut donner une garantie aux gens, j'achève là-dessus, que la stabilité des institutions que nous imaginerons sera compensée par une possibilité à tout moment pour le peuple d'intervenir dans des référendums d'initiative citoyenne et surtout de chasser, s'il le décide, quelque élu que ce soit, du conseiller municipal jusqu'au président de la République par des référendums révocatoires. Voici les 3 formules pour réconcilier le peuple français, non pas entre lui, mais entre lui et sa décision, qu'elle soit appliquée. Voilà, le peuple souverain, c'était même le titre, la France insoumise, le peuple souverain. Pour moi, la souveraineté du peuple est la règle suprême. Bon, d'abord, commençons par dire que le défi est absolument immense. Si on ne fait rien, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que 2022, on saute, on verra en 2000. Alors ils sont là, quelques-uns sont même candidats juste pour prendre une option sur le coup suivant. Ça, c'est les politiciens. La vérité est la suivante. Vous me parlez de 2050. Bien. Par rapport au défi numéro 1 que nous avons. C'est comme ça, dans l'ordre des choses qui peuvent nous mettre en péril commun. C'est qu'en 2050, si on ne fait rien, si on fait quelque chose, il faut commencer maintenant, parce qu'après c'est trop tard. La Camargue, le Marais Poitevin, Dunkerque et Bordeaux seront sous l'eau. Si on ne fait rien, hein, si on fait quelque chose, non, les choses peuvent se passer différemment. 1 million de Français seront inondés chaque année. Vous aurez 4 mois de sécheresse par an. Vous aurez des pics de température à 55 degrés. Et la question fondamentale du cycle de l'eau, c'est-à-dire l'accès à une eau potable, va être compromis un peu partout dans le pays, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre des départements et territoires d'outre-mer, comme Mayotte, comme la Guadeloupe et comme la Réunion, qui sont en quelque sorte des avant-gardes de ce que nous pouvons craindre. Maintenant, que va-t-il se passer? Naturellement que nous allons être soumis à des chocs. Le premier choc sera social. Parce que la pression du libre-échange va continuer à détruire la société, à la pulvériser. Et vous aurez encore des énergumènes comme M. Macron pour trouver ça bien et amplifier le désastre en disant, ma foi, plus la compétition est là, plus nous aurons de bons résultats. Il faut donc, d'ici là, première des choses, que l'on se donne un principe ferme d'action par rapport à la crise écologique et au changement climatique. Il tient en 2 points. Premièrement, la règle verte. Ne plus prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Nos techniciens, nos savants, nos ingénieurs, nos architectes, ils sont capables de le faire. Deuxième règle, il faut que le peuple français soit souverain, qu'il décide, et que donc il ait
une constitution qui lui rend possible le fait de prendre des décisions et de les voir appliquées, pas trahies. Normalement, la 5e République. Alors, à partir de là, on peut se donner des objectifs. Nous devrons sortir du plastique. Si on ne fait rien, en 2050, il y a plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée. Sortir des glyphosates. Tout de suite, immédiatement, des pesticides qui pourrissent la vie de tout le monde. Limiter les consommations qui sont facteurs d'épidémies alimentaires, à racines alimentaires comme le diabète et comme l'obésité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà des objectifs que l'on peut se donner. Pourquoi ils vont fonctionner? Parce que, voyez-vous, peut-être que vous serez d'accord pour une fois avec moi, monsieur Zemmour, quand ça va mal dans un groupe humain, ce que l'observation anthropologique a permis d'établir, c'est-à-dire anthropologique pour parler simplement, la vie des peuples de tous les jours, c'est qu'on se serre les coudes. Souvent, les puissants croient que quand il y a une catastrophe, il faut envoyer l'armée, la police pour tout contrôler. Non, les gens se serrent les coudes. Il nous faut donc une société d'entraide. Et dans cette société d'entraide, il ne y a pas y avoir de discrimination, il ne doit pas y avoir d'a priori, il ne doit pas y avoir de racisme. Et alors, oui, on fera société, on fera bloc, on fera défense commune. À l'heure des causes communes, pas de division ethnique, pas de division religieuse. Oui, du débat, oui, de la contradiction. Et pour ça, des institutions qui permettent cette contradiction, qui permettent d'être enfin le peuple souverain. Voyez-vous, le problème a toujours une solution. Et quel que soit le problème, la solution, c'est le peuple. Je vous dis d'un mot, je suis un optimiste dans la vie. Je ne crois pas que tout est perdu, tout est noir, tout est... J'ai trouvé un mot de Gaston Bachelard, pardon pour ceux qui me l'ont déjà entendu dire 10 fois, mais je l'aime tellement. Il dit, le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Et moi, ce que je veux faire, c'est cette France-là.